Alors, bonjour à tous. Il y en a que je connais, il y en a que je connais moins. Et c'est chouette parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu présent à ma proposition de parler des blessures. Est-ce que ça veut dire qu'on est tous un peu, que c'est un thème qui nous parle, qu'on est tous un peu blessés, un peu, beaucoup, passionnément? C'est un thème tellement large et tellement on peut aller dans toutes les directions avec cette thématique-là. On peut aller dans les directions en figeant ou en défigeant, et l'idée c'est de défiger pour ouvrir et essayer d'être le plus conscient possible avec ce thème-là, ce qui n'est pas toujours évident quand on est le nez pris dans ses blessures. Je me suis inspirée de ce livre-là parce que c'est un livre qui est connu et qui est vraiment intéressant. C'est le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, qui permet de relier un peu ce qu'on observe au niveau du corps et ce qu'on observe de certaines formes de blessures. Alors ça, c'est pas non plus la vérité. Il n'y a pas qu'une seule vérité et qu'une seule chose intéressante quand on parle de n'importe quel thème d'ailleurs, mais en particulier des blessures et des traumas. Il y a ce livre-là qui est accessible à tout le monde, mais il y a aussi plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que ce qui m'a intéressée, moi, dans ce call-ci, c'est qu'on a beau savoir et avoir une volonté de vouloir être bien, eh bien, parfois, on peut avoir des moments où on va, paf, démarrer au quart de tour, où on va se voir réagir d'une manière tellement démesurée, inadéquate, complètement irrationnelle, que parfois, après, on se retrouve souvent avec des sentiments de culpabilité ou de jugement de soi. Et plus on est là-dedans, plus en fait on veut éviter d'être dans des réactions dans des réactions intempestives ou qui peuvent blesser les autres aussi. Et plus on veut les éviter, plus on va les renforcer finalement. Et donc, du coup, quand moi je parle de blessures, je parle à la fois de blessures, je prends l'analogie des blessures physiques qu'on peut ressentir. Hein. Par exemple, quand on se coupe avec un couteau, on va avoir une blessure et tout de suite, ce qu'on va faire, on va avoir le réflexe de regarder sa blessure, de peut-être la désinfecter et puis de mettre un sparadrap. Parfois, il y a certaines personnes qui vont voir cette blessure-là et qui vont dire « Oh, c'est pas grave, je continue ». Quand c'est une blessure qui est vraiment importante, on peut encore faire ça, dire oh c'est pas grave, je continue, mais la blessure risque de s'infecter, elle risque de mal cicatriser. Et cette analogie-là, elle est vraiment intéressante et importante aussi parce que autant on a des réflexes faciles pour les blessures physiques, autant pour nos blessures psychiques, ça va être une autre paire de manches. Je lis juste ce que Cindy met. Comment comprendre et surmonter nos traumatismes et blessures et ceux de ceux qui partagent nos vies. Oui, ça va un peu dans le même sens, ta question, hein, que celle de Cécile, c'est comment on fait avec ça. Ok. Alors, avant d'aborder le comment, qui est souvent une question qu'on me pose et qu'on se pose tout le temps hein, pour essayer d'avoir du contrôle sur les choses et de vouloir bien faire les choses et que les choses vont se résoudre vite. Avant d'arriver à ça, avant ça, il faut d'abord pouvoir avoir conscience des choses. Déjà pouvoir les voir et pouvoir les voir d'une façon pas juste « Oh, ok, j'ai ça, merci, au revoir » et je continue. Ni les voir en se disant oh ok j'ai ça, merde, qu'est-ce que j'ai fait, c'est de ma faute, je me juge, etc. Mais de les voir d'une certaine façon qui fait que ça va déjà être guérissant de considérer nos blessures de cette façon-là. Parce qu'évidemment, le gros risque quand on est face à nos blessures, c'est de tomber dedans. En tout cas, c'est la crainte qu'on a souvent. C'est de se dire oh, si je vais trop dans ma peine ou dans mon sentiment d'être rejeté ou mon sentiment de
de ne pas être entendue, etc. Et que je rends ça trop réel, je vais ne voir plus que ça. Ça vous est déjà arrivé, ça, de vouloir dire, oh non, je sens le piège, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a ce risque-là. Vous en connaissez autour de vous, hein, des personnes qui se nourrissent de leurs blessures ou de leurs émotions qu'on va qualifier vite de négatives, hein, mais je caricature un peu. Il y a des personnes qui vont s'en nourrir pour parfois attirer l'attention ou parce qu'il y a des bénéfices secondaires et que peut-être c'est le seul moyen qu'elles ont trouvé de justement ne pas sentir d'autres blessures, d'attirer l'attention, de ne pas se sentir seule, etc. Mais il y a aussi l'inverse, il y a des personnes, et c'est souvent le cas, elles ont tellement peur d'être considérées comme des victimes ou de plonger dans leurs blessures, de ce qui fait mal, qu'elles vont mettre tout un tas de choses en place pour pas les sentir ou pour faire semblant qu'elles ne les voient pas. Et c'est ce que Lise Bourbeau dans son livre développe, c'est tous les masques qu'on porte pour pas sentir ces blessures-là. Alors, je vais aller un peu vite dans citer les blessures c'est pas les blessures de Lise, mais les blessures que Lise détaille dans son livre. Il y en a 5, peut-être vous les connaissez déjà. C'est des blessures donc, qui arrivent, selon elle, dès la naissance ou même avant, jusqu'à une partie de l'enfance. Et les unes se construisent sur les autres. Et en gros, quand on lit le livre, je ne sais pas si, Cécile, si tu as eu cette sensation-là, mais on a un peu toutes ces blessures-là. On les voit, on s'y reconnaît un peu dans toutes, peut-être pas complètement, mais il y a tous des traits qui sont dans lesquels on peut vraiment se reconnaître. Et c'est pas étonnant puisque ces blessures-là sont plutôt universelles et sont peut-être propres au fait d'être humain, au fait d'avoir grandi dans le ventre d'une maman, puis d'avoir déjà dû créer du changement, changer de milieu. Et aussi, et ça on ne le dit pas, on n'en parle pas souvent, mais aussi parce qu'on est des êtres créateurs et des êtres qui captons beaucoup de choses. On capte aussi toutes les blessures des autres, on capte toutes les pensées des autres, les émotions, etc. Un peu comme quand on dit qu'on est sensible, on parle de ça, hein, de tout ce qu'on peut percevoir au-delà du cognitif. Et donc, on peut aussi, très vite quand on est enfant, percevoir les blessures et les douleurs des autres et les faire siennes. Un peu comme si on disait, donne-moi ton truc, moi je vais le gérer. Les enfants font beaucoup ça avec leurs parents, intuitivement et inconsciemment. Mais bon, je reviens à ce que je disais. Donc, Lise Bourbeau a parlé de 5 blessures. La première des blessures, celle qui peut arriver très très tôt quand on est même avant la naissance, c'est la blessure du rejet. Et pour pas sentir cette blessure du rejet, le petit enfant, très vite, il va adopter le masque qu'on appelle du fouillant. Alors, ce masque du fouillant, c'est plutôt, quand on grandit, hein, c'est plutôt toutes ces situations, je sais pas ces situations, mais plutôt cette tendance à vouloir absolument fuir tout ce qu'on considère comme risquant de nous blesser. Ces blessures, je vais détailler un peu plus après. Mais ces blessures-là, donc, elles arrivent principalement avec la personne du même sexe. Donc, chaque fois, elle va distinguer des blessures qui peuvent être réactivées par le parent du même sexe ou le parent de sexe opposé. Voilà, ça, c'est des choses que je détaillerai dans un atelier futur. Là, c'est un zoom d'intro, donc on survole un peu, et puis il y a tellement d'autres choses intéressantes. Mais donc, après le rejet, nous avons la blessure d'abandon. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît aussi. Et la crainte d'être abandonné, d'être laissé. Et ça, le masque qui va avec. Donc, c'est un peu comme si, pour pas sentir cette blessure-là, on va mettre un gant. On va rien désinfecter du tout, mais on va mettre un gant pour pas sentir cette blessure. La blessure de l'abandon, le masque qu'on met, c'est le masque du dépendant. Donc, c'est des personnes qui vont avoir tendance à croire qu'elles ont besoin des autres pour exister. C'est des personnes qui vont se mettre en
au service des autres pour attirer l'attention et pour se rendre un peu indispensable. Ça n'a pas forcément à voir avec de la dépendance affective, hein, parce qu'on peut vivre ces blessures-là, cette sensation-là d'être dépendant affectivement, mais que ce soit plein d'autres blessures qui soient activées et pas forcément celle du dépendant, de l'abandon plutôt. Ok? Alors, cette blessure d'abandon, elle se manifeste un peu après, genre vers la première ou deuxième année d'enfance. C'est pas très important en fait hein, de savoir spécifiquement quand ces blessures-là arrivent, on s'en fout un peu. En tout cas, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Là, je vous le donne vite fait comme ça. Après, comme autre blessure, il y a la blessure de l'humiliation. Alors ça, la blessure de l'humiliation, elle arrive entre 1 et 3 ans avec tout ce qui concerne la propreté, par exemple. C'est tout ce moment-là. Hein. Et la personne qui vit cette blessure d'humiliation-là, elle va adopter le masque du masochiste. Donc, elle va avoir tendance à vouloir se punir, s'infliger des choses pour éviter qu'on la punisse. Alors, ça donne, c'est des personnes qui ont à voir avec, qui ont à se débattre avec la thématique de la honte, qui veulent à tout prix éviter la honte ou qui ont honte. Elles vont souvent être dans une forme de dégoût d'elles-mêmes ou vite être dégoûtées. Donc, c'est tous des mots qu'on retrouve, des mots spécifiques qu'on retrouve dans différentes blessures. Et pour la blessure de l'humiliation, c'est ces mots-là qui reviennent souvent. Ok. Alors, au niveau des corps, oui, ça, c'est intéressant aussi pour ces 3 premières blessures-là. Du rejet, donc la première des blessures. Ça donne des corps, c'est caricaturé, mais ça peut être des parties de corps aussi. Ça donne des corps qui sont très, très fins, très maigres, ou des parties très fines, très inexistantes comme ça. Comme si c'était pas fini. Le physique de la blessure d'abandon, donc le masque du dépendant, ça va être plutôt des corps aussi très minces, souvent minces et qui essayent d'être aussi inexistants. Donc l'un pour fuir, l'autre pour pas qu'on le voit, essayer d'être invisible. Ça va être des personnes qui vont se tenir de manière voûtée, qui vont pas vouloir prendre de place au niveau du corps ou des parties comme ça. Et ce qui est intéressant dans ce que Lise Bourbeau développe, c'est qu'elle fait le lien avec le corps hein, et elle montre que plus des parties de corps, enfin plus on correspond à ce que une blessure évoque, plus ça montre que la blessure est importante. Plus c'est une partie du corps et pas un autre, moins la blessure est importante. Donc voilà, c'est intéressant d'observer les autres comme ça. Parce que c'est plus facile de voir chez les autres que chez soi-même, évidemment. Hein. Ça, on est bien d'accord. Avec la blessure la 3e blessure, la blessure du masochiste, la blessure de l'humiliation, je confonds toujours les masques et les blessures, ça va donner des corps assez ronds, des parties de corps rondes et un peu flasques, avec un visage ouvert, des yeux ronds, etc. Après, on passe à la blessure de trahison, avec le masque du contrôlant. Donc ça arrive plus tard, de 2 à 4 ans. Ça arrive souvent, c'est réactivé par le parent du sexe opposé. Donc, quand je dis réactiver, ça ne veut pas dire que c'est le parent qui crée ces blessures-là. C'est des blessures avec lesquelles, selon Lise Bourbeau, on arrive. Et justement, on va aller choisir ses parents ou sa famille pour avoir plus de conscience au niveau des blessures et pouvoir les dépasser. On vient sur Terre pour avoir plus de conscience. Et en tout cas, l'occasion, le cadeau qui est derrière ces blessures-là, c'est quand on les dépasse, on a une vie plus riche. Et que l'idée, c'est pas de rendre responsable l'un ou l'autre ou l'extérieur, c'est de voir à quel point on est créateur. Et on est créateur aussi avec les masques qu'on choisit de porter. On est créateur avec les blessures qu'on choisit ou non d'aller regarder et de soigner. Donc, on crée tout. Cindy dit, on peut porter plusieurs blessures, donc plusieurs masques. Ouais, c'est ça qui est chouette. C'est qu'on peut avoir un peu de tout, tu vois. C'est comme un buffet, tu choisis. Le masque du contrôlant avec la blessure de trahison, c'est des corps qui vont être beaucoup très dans la force, où il y a une forme de force et de pouvoir qui se dégage. Donc ça peut être des corps peut-être qui vont être jugés comme
gros, mais qui ne sont pas gros, qui sont plutôt, il y a plutôt une sensation de force qui va être dégagée. Ça peut être des épaules larges, des hanches larges. Enfin, vous voyez, là, je caricature, hein, mais c'est quand même marrant d'aller observer les corps comme ça. Chez le contrôlant, donc celui qui craint surtout d'être trahi, les personnes qui vont vouloir beaucoup contrôler les autres, se montrer courageux, souvent être très affirmés, qui vont avoir de la facilité à affirmer leur point de vue, à dire leur point de vue. Ils sont beaucoup dans le mental, vont gamberger pour prévoir, contrôler, hein, c'est le propre du mental, pour éviter d'être trahis, et que les autres fassent comme ils veulent, et éviter surtout de sentir ce risque que les autres ne remplissent pas leurs attentes et donc d'être trahis. Je caricature, hein, encore une fois, parce que dès qu'on est dans nos blessures, on a tendance à être dans le contrôle. Ok? Cindy, tu te reconnais? Bah oui, hein, moi je me reconnais aussi un peu dans tout. Mais c'est vrai qu'il y a des blessures qui vont parler plus que d'autres. Dans un restaurant, quand il y a plusieurs personnes et qu'il va s'agir de payer. Par exemple, le contrôlant, il va prendre les choses en main et c'est lui qui va dire, bon, est-ce qu'on partagerait pas la blessure suivante, la blessure de l'injustice avec le masque du rigide. Lui, si par exemple au resto, il y a quelqu'un qui va dire, oh oui, d'accord, on partage, mais il faut que ce soit égal, il faut que toi, tu as mangé une salade, toi, tu as mangé des spaghettis, donc c'est pas le même prix, donc on va calculer pour que ce soit égal. Ça va être plutôt quelqu'un qui porte la blessure de l'injustice qui va agir comme ça. Donc, il va pas forcément prendre les choses en main, ou s'il les prend, c'est pour que tout soit égal. Ça donne les corps les plus médiatiquement, c'est intéressant d'ailleurs, les plus médiatiquement mis en avant. Donc, blessure rigide et contrôlant, en fait, c'est les corps qu'on voit le plus dans les médias. C'est des corps, pour le rigide, qui sont très droits, très minces, fermes, tout bien comme il faut. Et d'ailleurs, quand on a la blessure de l'injustice et le masque du rigide, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est vouloir viser la perfection. Alors, on vise la perfection parce qu'on a cette blessure qui a eu des injustices, ou qu'on va vivre de l'injustice, ou que les choses ne sont pas justes. Ok. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des personnalités qui vont avoir de la difficulté à recevoir, et parfois même à recevoir plus que les autres, à être valorisés par rapport à d'autres. Pour certains, ça va réveiller cette blessure d'injustice. Donc, l'injustice, c'est pas que quand on reçoit pas assez, ou quand il y a une injustice de manque, mais c'est plutôt aussi quand les choses ne sont pas égales. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui pour vous va vous paraître injuste que ça va être cette blessure-là qui va être réactivée chez l'autre. On peut vivre une situation de rejet, par exemple, et se sentir activé au niveau de se sentir humilié par ça. Donc, ce n'est pas comment nous, on va définir qu'est une situation qui va faire que l'autre va réagir comme ça. Quand on se voit réagir, on a vite fait d'abord de se juger, de vouloir effacer ça, de vouloir passer à autre chose, ou de se dire franchement, tu devrais être zen, tu devrais réagir mieux, tu devrais faire ceci ou cela. Maintenant, il y a aussi évidemment, la vie, elle est faite de blessures, elle est faite de branches qu'on se prend dans la figure, elle est faite de gens qu'on croise qui vont peut-être venir réactiver des choses chez nous, des tempéraments qu'on a, ou même des blessures qu'on a déjà, de par notre héritage familial, ou de vie passée, pour ceux qui sont là-dedans, ça peut être aussi le cas. Et donc, effectivement, ce qu'on croise dans notre vie, les événements qu'on va vivre, jouent aussi sur créer, renforcer, recréer des formes de choc ou de blessures. Donc, oui, ça va dans tous les sens. C'est pour ça que je trouve que c'est fort lié à la question du traumatisme et des blessures. Maintenant, ce qui est intéressant, et moi, c'est vraiment ça qui m'amuse le plus, qui m'intéresse le plus, c'est de permettre aux gens d'avoir le plus de conscience possible sur ce qui se passe pour eux au moment de cette blessure-là et au moment du traumatisme. Parce que quand on n'a pas d'information, quand on n'a pas de clarté, on va encore plus vite dans le jugement de soi.
Et le jugement de soi, c'est souvent basé sur des normes ou sur ce qu'on a appris à penser ou sur ce que maman nous a dit qu'il fallait que ou sur papa, hein, peu importe, mais des formes éducatives, mais aussi des croyances qu'on a sur soi, des croyances qui sont héritées de nos parents qui pensaient la même chose. Donc, c'est vraiment comme la glu, quoi. Et alors que quand on a vraiment des informations claires, et c'est pas un truc théorique uniquement, hein, mais c'est quand on écoute son corps et quand on a de la clarté sur comment ça fonctionne dans le corps, même au niveau des blessures ou des traumas, c'est pareil, on peut, on peut être un peu plus doux avec soi-même. On peut être un peu plus doux dans comment on se prend par la main. Et j'en viens à vos questions, Cécile et Cindy, hein, c'est comment on fait avec nos blessures. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de solution magique comme un Dafalgan que tu prendrais si tu as un mal de tête. C'est vraiment d'abord poser des questions pas pour avoir une réponse mentale en disant ok, c'est à cause de ça et donc je fais ça et ça et ça, mais plutôt des questions sur mais ok, c'est quoi qui vibre comme ça à l'intérieur de moi? Ok, là je viens de m'énerver comme une folle sur mon partenaire ou sur mon enfant ou sur mon collègue ou quoi. C'était de se poser 2 minutes et de se dire, OK, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette partie-là de moi qui est en train de s'exprimer et qui s'exprime à corps et à cri et que je n'écoute pas? Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui peut être beau et comme un cadeau dans les blessures, c'est que ça nous oblige à écouter des parties de nous qu'on n'a pas envie d'écouter. Et pour celles qui me connaissent, j'utilise beaucoup les outils Access Consciousness. Peut-être il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Mais c'est des outils ultra intéressants pour aller ramener de la légèreté et mettre de la conscience là où on n'en a pas. Mais parfois, on peut aussi utiliser, comme on le fait dans nos vies, hein, on peut utiliser tous les outils qu'on veut à notre désavantage. Et donc, parfois, on peut aussi utiliser toutes des choses qui pourraient nous rendre plus légères ou plus légers comme un moyen d'aller pas voir ce qu'il y a. Alors, c'est vrai que tout ce qu'on vit est à la base basé sur le point de vue qu'on en a et les croyances qu'on a de soi, du monde. Et sur base de ça, on va fonctionner dans la vie, on va créer notre route. Mais ces croyances-là, par exemple, si on a la croyance de tu dois avancer et tu ne dois pas, je sais pas moi, tu ne dois jamais t'arrêter. Les personnes qui ont ces croyances-là, il y en a beaucoup, hein, dans celles qui sont plutôt positives, optimistes, etc. Elles vont avoir tendance à, quand elles ont un truc qui n'est pas agréable, justement, à pas s'arrêter, à pas avoir ces blessures-là, à pas avoir ces émotions-là qui sont un peu lourdes. Et à l'inverse, les personnes qui ont des croyances comme on ne s'occupe jamais de moi, je manque d'attention, elles vont avoir tendance à expérimenter la vie comme ça et donc à peut-être à la fois attendre des autres qu'elles leur donnent l'attention qu'elles n'ont pas reçue ou qu'elles ne s'autorisent pas, mais en même temps, elles ne vont pas le faire pour elles-mêmes. Du coup, si elles ne le font pas pour elles-mêmes, elles attendent, c'est souvent ce qu'on fait avec nos blessures, c'est qu'on va attendre des autres qui réparent des blessures ou qui voient nos blessures ou qui les soignent, alors que soit on ne va pas le faire pour nous-mêmes. Et c'est vraiment là où on peut amener plus de conscience, et c'est à ça que sert ce call et une classe qui va arriver, c'est d'amener plus de conscience sur ces blessures-là, sur ces traumas-là. Et une manière d'avoir conscience et de s'occuper de ces parties-là, c'est déjà de se poser, de s'arrêter. Déjà, rien que ça, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Hein. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui vont en burn-out, etc. Parce que s'ils s'arrêtaient, la bourre monterait. Et le nombre de gens qui évitent ça, et le nombre de gens que je vois dans mes consultations qui, quand ils s'arrêtent, et le confinement permet ça, ou a suscité ça beaucoup, c'est que les gens s'arrêtent et hop, ils voient des choses d'eux-mêmes qu'ils n'ont plus l'habitude de voir,
qui ne veulent pas voir. Et une manière de prendre soin de ces blessures sans se vautrer dedans, c'est de se poser avec et de se dire, OK, c'est quoi cette partie-là qui s'exprime? D'écouter. Et quand on écoute, mais vraiment sans juger, on peut alors voir que c'est des parties qui sont sans doute là depuis longtemps et qui sont là pour pour une bonne raison, je dirais, mais plutôt qui ont une intention positive. C'est toujours en lien avec la protection de soi. C'est toujours en lien avec de la survie. Et c'est toujours en lien avec une forme de survie dans le sens se maintenir en vie. Comme si on était programmé pour ça. Et donc, toutes ces défenses-là, toutes ces blessures-là, toutes ces défenses-là qu'on met en place, c'est quand on les voit de cet œil-là, on peut avoir un œil plus bienveillant envers ces blessures, ces masques-là plutôt, ou ces réactions-là. Et une fois qu'on a un regard plus bienveillant, on peut alors, elles fondent plus rapidement et on peut sortir de cette séparation qu'on s'impose. Parce que notre univers intérieur, c'est un peu comme l'univers, c'est un peu comme une société en fait. Quand vous avez déjà remarqué ça hein, dans le monde, enfin dans la société, quand on exclut quelque chose ou quelqu'un, qu'on le met au banc de la société, en général, il se radicalise ou ça revient d'une façon ou d'une autre. Et à l'intérieur de soi-même, c'est ce qui se passe aussi. Dès que vous voulez mettre de côté, à l'écart, quelque chose qui ne vous plaît pas ou que vous ne voulez pas voir de vous, ou qui vient du passé et qui était tellement blessant que quelque chose en vous s'est dit pour fonctionner, il faut mettre ça sous cloche, sinon ça ne va pas aller, à un moment donné, ça revient. Alors, moi, j'ai beaucoup de respect pour les blessures, pas pour les blessures, mais pour les défenses qu'on met en place, parce que ça montre toute l'ingéniosité de nos êtres pour nous maintenir dans continuer à vivre. Et ça, on le voit surtout dans les formes de trauma ou les chocs traumatiques, où le corps met en place des défenses pour continuer. Quand on a cette clarté et cette bienveillance-là pour les réactions qu'on a et les modes de défense qu'on a mis en place à un moment donné, donc pour ces parties-là de soi, on dit qu'on a, on n'a pas une seule personnalité, en fait, on est plein de parties de soi différentes. Ça ne veut pas dire qu'on a des personnalités multiples ou qu'on accueille des formes d'énergie autres, mais c'est juste que vous le voyez bien hein, quand vous êtes en mode réaction ou qu'on appuie sur votre bouton rouge pour certaines choses, vous voyez bien que c'est comme si c'était une partie de soi qui est peut-être restée endormie pendant une semaine, 2 semaines ou plus et qui sort un peu de nulle part. Vous avez déjà expérimenté ça, j'imagine. Et souvent, ça fait penser à des modes de réaction un peu petit enfant, un peu. Moi, j'ai eu mes nièces ce week-end, je les ai gardées et elles sont dans la puissance, elles sont dans la réaction, et elles y vont, quoi. Et ben, tous ces manières de réagir des enfants, parfois qu'on peut observer, vous pouvez les voir en vous aussi. Sauf que quand c'est des enfants qui sont blessés, nos enfants intérieurs, hein, parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des chocs, il y a eu des choses qu'on traîne depuis longtemps, on peut, ça peut être des réactions d'enfants caractériels ou d'enfants ou d'enfants tyranniques ou d'enfants sadiques, enfin tout ce qu'on veut. Donc on peut aller loin dans le degré. Et si on regarde pas ça avec un autre œil, un œil adulte, l'adulte à l'intérieur de soi, l'adulte pas jugeant, mais l'adulte conscient et posé, si on regarde pas ça comme ça, alors c'est comme si on s'abandonnait encore une fois. On abandonnait encore une fois ces parties-là de nous qui crient pour être vues. Vraiment, c'est de ce que je vois dans les personnes que je rencontre, et même pour moi, c'est que plus je vais m'accueillir avec ces blessures-là ou ces réactions-là, plus ça va s'apaiser vite, en fait. C'est un peu bateau, hein, ce que je dis, mais on cherche toujours des solutions pour évacuer, pour régler, pour soigner. Mais souvent, quand on va dans cet espace-là, c'est encore pour mieux mettre de côté.
pour mieux effacer, pour mieux se séparer de certaines parties de soi. Alors que quand on est être dans l'espace de oh ok, je sais que c'est pas vrai, c'est moi, mais en même temps c'est tellement démesuré, tellement réactif que je me sens vraiment lourde quand je fonctionne comme ça et c'est pas vraiment moi finalement. Mais j'ai envie de voir ça. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est une autre. On agit à partir d'un autre espace. Et donc, c'est un peu ça l'idée de ce call d'aujourd'hui. C'est quelque chose que vous pouvez déjà utiliser dans votre vie. C'est quand vous êtes en réaction, de vous demander, OK, à partir de quel espace j'agis là? Est-ce que c'est en mode blessure ou en mode conscience ou en mode posé ou je sais pas, appelez ça comme vous voulez, ou en mode léger ou de quel espace j'agis? Et là, ça va vous donner des pistes pour voir si vous êtes si c'est vos blessures qui sont actives. Parce que souvent, quand nos blessures sont actives, on les voit pas, hein, on les voit très vite chez les autres, mais nous-mêmes, on a beaucoup de mal. On dit, mais non, si, c'est normal que je me mette en colère comme ça. Ou non, si, c'est normal, il m'a rejeté. Ce n'est pas une blessure, ce n'est pas un masque ou n'importe quoi, c'est l'autre qui a fait ça. Et c'est utiliser les autres pour vous donner des infos sur comment vous êtes réactivé et si vous êtes réactivé. Ça vous amènera plus de conscience. Alors très souvent, quand quelqu'un va aller vous dire que vous êtes réactivé ou vous montre, il va pas vous le dire, il va vous le montrer parce qu'il va, il va aller appuyer sur le bouton rouge. Mais une fois que vous le sentez, quand vous êtes en mode je suis réactivé, il n'y a pas besoin de savoir à cause de quoi. Hein. C'est intéressant parce quand on est curieux, on a souvent envie de savoir et d'aller trifouiller là-dedans, mais c'est pas tellement intéressant de savoir le pourquoi du comment. On croit que si on répond au pourquoi et au comment, ça va aller mieux. En fait, pas toujours. Parfois, avoir plus de clarté sur les choses, oui, mais c'est différent de savoir exactement pourquoi. Il y a comme une avidité dans le pourquoi qu'il n'y a pas dans ah ouais, ça m'intéresse. Alors, les relations intimes, proches, avec nos enfants, avec nos partenaires, etc., c'est toujours dans ces relations-là que les blessures vont être réactivées. Et c'est pas pour rien, hein, parce qu'en général, c'est facile de se tenir loin des autres et de se sentir complètement zen, bien, etc. Dès qu'on est proche et qu'on devient plus intime, on devient aussi plus vulnérable. Et donc là, nos masques sont en mode aïe aïe aïe, attention, je vais devoir protéger quelque chose ici, et on est en mode protection. Donc c'est pas étonnant que ce soit avec ceux qu'on aime le plus ou ceux qui nous sont le plus chers et le plus proches, où on est parfois le plus infâme. Moi, ça m'arrive d'être très très sympathique avec le voisin du coin que je connais pas et être infâme avec ma fille que j'adore. Voilà, et ça, on peut aussi vite aller dans le jugement de soi pour ça. Là aussi, si jamais ça vous arrive, c'est toujours des boussoles en fait. Dès que vous êtes dans le jugement de vous, que vous vous en voulez d'un truc, dites-vous bien qu'il y a une blessure qui a été activée, que vous êtes en train qu'il y a une autre partie de vous qui arrive, jugement, 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 pour contrebalancer une blessure activée aussi. Donc, toutes les parties qui agissent en nous, elles viennent pas tout en même temps. Hein. Elles viennent, on est des créateurs, donc on est aussi hyper complexe. Et donc, du coup, il y a peut-être une partie qui est plus blessée. Et pour pas sentir ça, il y a une autre partie très contrôlante qui va venir mettre un voile là-dessus. Et puis encore une autre, et puis encore une autre. Et donc, on se retrouve avec plein de pensées ou plein d'émotions complètement différentes qui ont l'air en même temps, mais qui ne le sont pas en fait. C'est aussi pour ça que vous posez, si vous pouvez prendre un moment quand vous vous sentez réactivé, vous posez avec OK, qu'est-ce que c'est ça? Juste ça, sans chercher trop de réponses, mais se poser avec tout ce qu'on vibre. C'est pas non plus la même chose que de dire bon, qu'est-ce que c'est ça? Parce que je veux savoir, moi, hein, je veux vite enlever ça parce que là, je suis angoissée si je ne contrôle pas et tout ça. C'est pas du tout la même question en fait, même si c'est les mêmes mots. Donc, vous posez, ça va déjà, Floriane, toi, tu as suivi la formation trauma.
Donc, tu sais, quand je vais parler de ça, tu vas dire, ah oui, ça me dit vaguement quelque chose. Euh, quand vous vous posez, ce que ça fait, c'est que ça vient calmer votre système sympathique et ça vient apaiser la respiration déjà. Et quand on apaise la respiration, ça vient aussi apaiser des zones de notre cerveau qui sont qui s'activent quand on est en mode réaction, quand on est en mode je protège mes blessures ou j'ai peur d'être réactivé dans un choc traumatique que j'ai vécu. Et donc rien que le fait de s'apaiser, respirer, pas respirer comme ça, n'expire plus, qu'on s'oblige à abaisser à approfondir notre respiration. Ce qu'on fait pour notre petit corps, c'est qu'on va lui permettre d'activer des zones qui ne sont pas actives quand on est en réaction. La capacité d'abaisser toute la peur qui va être accessible. Ça ne l'est pas si on reste physiologiquement en mode hyperactivation, prêt au combat, prêt à se défendre. Et quand on est dans nos blessures ou quand on est réactivé dans un trauma, c'est la même chose. Vous le voyez bien dans vos corps. On a le corps hyper tendu ou on est prêt à combattre, on est prêt à fuir ou à se cacher dans un trou de souris. Mais on est prêt à prendre des mesures extrêmes, même si on va pas le faire. Hein, mais quand on est en réaction, souvent c'est le cas. Là, je vais parler d'une blessure physique, tiens, parce que c'est une belle métaphore aussi. Il y a un mois maintenant, un mois et demi, je faisais un jogging et je faisais un jogging tranquille, j'aime bien courir, etc. Et il y a un Doberman qui m'a sauté dessus et qui m'a mordu. Alors, j'ai eu un point de suture, donc voilà, physiquement, tout s'est bien remis. Et là, je vois que, donc c'est une blessure physique, mais c'est un exemple aussi de comment nos blessures ou nos chocs peuvent donner des symptômes à plus long terme. Après un mois, je retourne courir, tout va bien, etc. Et là, j'étais toute zen, tranquille, et je vois un chien qui me court dessus. Non, je vois un maître qui lâche son chien, et le chien ressemblait un peu au style de chien qui m'avait mordu. Tout de suite, moi, j'étais en mode activé, et donc tout de suite, je demande au maître du chien si son chien est gentil. Alors évidemment, il va me dire, bah oui, il est gentil. Chose que l'autre chien qui m'a mordu, sa maîtresse m'avait dit aussi qu'il était gentil. Et le gars, au lieu d'être cool, il me dit, bah oui, mais lui, il n'a pas peur, genre comme si lui se sentait agressé. Et ça, c'est venu réactiver chez moi quelque chose, j'imagine, quelque chose de l'ordre de l'injustice ou je ne sais pas très bien quoi. Mais ça m'a fait vraiment monter et j'ai senti tout mon corps qui se raidissait et que j'étais prête à lui, peut-être pas lui foutre mon poing dans la figure, mais vraiment à lui répondre aussi agressivement. Alors ça, c'est juste un exemple pour vous montrer. Là, c'est évident puisque j'avais été mordue par un chien, il y a un stimulus qui ressemble, etc. Et hop, je réagis comme ça. Mais parfois, il y a des blessures dans lesquelles des réactions qu'on a où on ne fait plus le lien. Et parfois, il n'y en a pas. Mais parfois, il y en a avec un événement, une cause première, un choc ou quelque chose qui nous a marqué, où on s'est senti insécurisé. C'est souvent ça qui va créer des blessures et donc qui va créer des remparts qu'on va se mettre ou des réactions qu'on va avoir. Et le corps, et vous pouvez voir quand vos corps se figent comme ça ou se raidissent, ça peut être le signe qu'il y a un rempart qui a été mis et donc qu'il y a quelque chose qui est réactivé à l'intérieur. OK ? Alors tout ça, quand je parle de ça, c'est pas pour dire c'est comme ça et point et ça se passe comme ça. C'est pour vous donner des petites indications de comment écouter autrement votre corps, comment commencer à être plus soutenant avec les parties de vous qui arrivent ou qui s'activent pour pouvoir aller soigner cette blessure qui finalement n'est qu'une croyance. Parce que dans le fond, on le voit, hein, on peut se sentir rejeté, on peut se sentir humilié, on peut se sentir, donc chacun réagit différemment. Il n'y a pas vraiment quelque chose d'objectif qui crée ça. Comment on réagit aux choses.
Alors, évidemment, le meilleur des moyens pour pas être blessé et pas mettre de rempart, vous voyez le roseau, il va être beaucoup moins impacté par le vent, par une forte tempête, qu'un chêne qui est hyper rigide et qui est hyper peut-être solide. Mais plus on est flexible, plus on peut réagir à ce que la vie nous amène de manière plus juste par rapport à qui on est en fait, parce qu'on est des êtres flexibles à la base. On est fait d'énergie, on est fait pour suivre un peu tout ce qui arrive en fait, sans en être directement blessé. Ça ne veut pas dire qu'on est infaillible. Moins on est dans des croyances ou des pensées rigides, plus on va avoir de la facilité à, à laisser notre corps faire, c'est-à-dire l'auto-guérison. On est programmé pour s'auto-guérir. Notre corps physique, mais notre être aussi. Et donc, du coup, plus on a aussi des croyances figées ou des croyances limitantes ou qui vont venir amoindrir notre être, genre t'es nul, t'aurais dû voir ça, ou t'aurais dû faire comme ceci ou comme cela, plus on va empêcher, freiner ce mécanisme-là de guérison. Alors, Samuel dit difficile de ne pas s'identifier à sa blessure et le côté ça ne m'appartient pas. Ouais, on en a parlé un peu tout à l'heure et encore je suis pas sûre, mais merci d'amener ça parce que là tu me permets d'aborder un thème qu'on va peut-être mettre un peu plus que 6 minutes à en parler ou pas. c'est que il y a beaucoup de blessures ou de traumas qui sont hérités, qui nous viennent des générations au-dessus, qui nous viennent de nos ancêtres, qui nous viennent du collectif. Et on vit, moi c'est un thème qui me touche particulièrement, enfin qui me fascine plutôt, tellement c'est énorme. On vit dans un monde, ici notre culture, c'est plutôt, il y a eu la guerre il n'y a pas longtemps, on vit dans un monde où il y a des drames tout le temps, il y a des guerres tout le temps, il y a plein de choses. Et nous, les vivants qu'on est maintenant, on est issus de ça. Donc, on est issus de générations qui ont vécu des traumas, on est issus de générations qui sont pour beaucoup en stress post-traumatique aussi. Et donc, on hérite de ça. Et ça, on le montre. Ça, c'est complètement fascinant aussi. J'en parlerai plus à un autre moment, mais c'est tout ce qui concerne l'épigénétique, où on montre que toutes ces blessures-là peuvent se retrouver dans des fonctionnements corporels qui se transmettent de génération en génération. Alors, j'en parle et j'adore ça, pas pour figer, pas pour dire oh là là, c'est la fatalité, mais justement pour dire que plus on a conscience de ça, de ce qu'on porte qui ne nous appartient pas, plus on peut aussi dégager les générations en dessous et dégager les générations au-dessus, même celles qui sont mortes. Et c'est vraiment beau quand on regarde ça de plus près, c'est que on voit par exemple, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais par exemple, ils ont montré qu'il y a des mamans, oui, il y a, j'ai comme dans mon cerveau là, des différentes expériences. Je vais prendre pas des mamans, des souris. Voilà. Ils ont fait une expérience avec des souris qui étaient en stress post-trauma, donc qui ont été choquées. Hein, ça, au niveau expérience animale, il y a beaucoup de façons de choquer les animaux, notamment ils ont fait ça par des chocs électriques, etc., où ils créent un stress post-traumatique chez les souris. Bref, j'ai un point de vue là-dessus, que c'est pas bien, mais on va pas s'étendre là-dessus. Et donc, avec ces souris-là, ils les ont mêlés à des souris qui n'avaient pas vécu de stress post-trauma, de choc. Et la génération en dessous, qui n'avait donc pas vécu de choc, ont quand même développé des symptômes de stress post-traumatique. Et même chose pour les 2 générations suivantes. Donc, par exemple, ils ont montré aussi que quand ils mettaient dans de l'eau des souris qui étaient considérées comme en stress post-trauma, donc en réaction par rapport à des blessures, de l'insécurité,
qu'il les mettait dans de l'eau. Les souris, au lieu de se débattre et de nager, de se sauver, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles se laissaient complètement aller. Et elles n'avaient plus cet instinct de vie que les souris ont d'habitude. Alors, ça aussi, ça se transmettait de génération en génération. Par contre, ce qu'ils ont vu, c'est qu'après, quand ils mettaient ces souris-là, donc qui n'avaient rien vécu de direct, mais qui avaient ces symptômes-là, quand ils mettaient ces souris-là dans un environnement sécurisant, avec des personnes chouettes, enfin des souris, des souris qui pouvaient les nourrir, donc il y avait quelque chose qui pouvait se reconstruire, et ça aussi, ça se transmettait de génération en génération. Donc ça n'a rien de fataliste, mais ça montre juste mais que notre corps et même nos gènes, ils sont en interaction tout le temps, et que quand on est dans des blessures et des pensées traumatiques, et qu'on est convaincu que c'est à nous, comme je reviens sur ce que tu dis, Samuel, hein, et qu'on l'affirme en disant « Ah, c'est génétique, donc je n'ai pas le choix », on se piège encore plus. Alors que quand, justement, on sait que l'épigénétique, c'est pas la fatalité comme la génétique pourrait le montrer, mais plutôt l'environnement et ce qu'on va créer dans nos vies, plus on va se retrouver du choix, et plus on va pouvoir vraiment créer nos vies sur base de ce qui est réel, c'est-à-dire ce qu'on choisit et ce qu'on fait, et pas sur base d'une croyance de c'est génétique point barre. Ok? Là, j'en parle assez vite, hein, mais c'est un thème tellement fascinant, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais donc, du coup, se poser cette question-là, est-ce que c'est à moi ça? Ma réaction. Il n'y a pas besoin non plus de savoir à qui c'est, ça on s'en fout, mais juste de poser cette question, est-ce que c'est à moi ça? Vous allez avoir de l'info sur tout ce qui vous a été transmis. Ça peut être aussi des modèles éducatifs. Oh là, on dirait que je suis même. Oh, j'ai l'impression d'être comme ma mère. Oh, j'ai l'impression d'être comme mon père. Et plus on veut éviter de ressembler à quelqu'un, je promets que jamais je te ressemblerai papa ou maman. Plus vous pouvez être sûr que vous allez avoir des enfants ou autres qui vont aller, ou des partenaires, ou des situations où la vie qui va venir appuyer sur ce bouton-là, simplement parce qu'à la base, c'est faux. À la base, vous êtes unique et vous n'êtes ni comme papa, ni comme maman, ni comme personne. Mais si vous devez prouver ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui croit que, quand même, il y a un risque. Ah ben oui, si papa était violent, quand même, il y a un risque que je le sois aussi. Ah, si maman a été victime, il y a peut-être un risque. Ah, et puis tout ce qu'on raconte sur la génétique, et hop, ça va vite, hein. C'est vite fait, ça. Je navigue de manière très vaste. Mais du coup, moi, ça m'intéresserait de savoir un peu si il y a des choses, des questions que vous avez en plus qu'on n'a pas abordées aujourd'hui. On a un peu abordé beaucoup de choses, pas forcément de manière très fouillée, mais peut-être ça vous donne des pistes pour continuer à vous prendre, pas en main et vous pousser le cul, mais plutôt à vous prendre en main, par la main de manière douce, comme vous feriez avec votre meilleur ami ou votre meilleure amie. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent ou des choses que vous auriez envie, que vous trouveriez intéressantes de creuser un peu plus, pas forcément aujourd'hui, mais dans une classe prochaine? Floriane, est-ce que les différentes blessures s'associent à des émotions dominantes, particulières? Oui, ça peut. Maintenant, encore une fois, il n'y a rien de figé, hein, parce que chacun réagit de manière différente. On le voit quand on est dans des chocs traumatiques ou des insécurités. Il y en a qui vont avoir tendance j'allais dire à faire ça, mais à vouloir combattre. Il y en a qui vont avoir tendance à fuir. Il y en a qui vont avoir tendance à figer. Et ça dépend de comment notre inconscient va analyser la situation. Dans les traumas, ça, les personnes qui vivent des situations de choc traumatique ponctuels, par exemple, on le voit vraiment fort, qu'on se retrouve avec
à se dire, oh ben, moi je suis une personne, j'ai tendance à réagir comme ça, ou j'ai tendance à me mettre en colère, ou à réagir en me repliant. Et puis, quand on est dans des situations de grande insécurité, la personne se retrouve à réagir complètement autrement. Et ça, c'est comme si c'était plus elle, plus son raisonnement mental et conscient qui est aux commandes, c'est plutôt toute l'analyse inconsciente de cette partie-là de cerveau qui réagit très très vite et qui va donner la meilleure des réponses. Donc, au niveau des émotions que ça suscite, c'est très, c'est très vaste et ça dépend d'un être à l'autre. Donc moi, ça c'est mon point de vue, mais j'irai pas vers figer et essayer d'étiqueter les choses à ce niveau-là. Le problème, c'est que si par exemple je te dis, ah ben oui, le rejet, c'est plutôt associé à telle et telle émotion. Ben, tu as vite fait que dès que tu te sens en colère, par exemple, tu vas te dire, ah oui, peut-être je me sens rejetée et pourquoi, et nanana. Et donc, tu vas aller construire une histoire là-dessus. On est fort hein, pour ça, à aller créer de la linéarité et créer un A plus B égale C, etc. Simplement parce que ça nous rassure aussi. Alors, la dépendance affective touche plusieurs blessures en même temps. Oui, et on justifie tout à fait. La dépendance affective, c'est vraiment quand on a des croyances du style qu'on n'est pas assez bien tout seul ou qu'on part de croyances plus générales qu'il y a un manque et que quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre doit combler ce manque. Ça part de l'idée qu'on est séparé de l'extérieur, des autres, etc. Et souvent, on va vouloir se défendre de ça en disant, moi, je suis indépendante. Moi, j'ai pas besoin. Moi, je sais faire toute seule ou tout seul. Et je vois autour de moi, et peut-être je le vois pour moi aussi, la plupart des gens qui vont aller là-dedans ou qui vont aller dans l'inverse. Hein. Moi, je suis dépendant ou dépendante affective. C'est aussi des manières d'aller mettre des masques ou des manières de réagir contre quelque chose. Qu'on a du mal à juste parfois dire ah oui, j'ai envie de partager ça avec quelqu'un. Qu'on se dit qu'on a envie d'être relié à quelqu'un, on croit qu'on est dépendant aussi. On peut vite aller là-dedans. On est dans une société qui prône l'individualisme à tout prix et qui prône le faire tout seul à tout prix. Alors, ça ne veut pas dire, je ne veux pas dire qu'on a besoin des autres et qu'on est dans un truc de manque, mais ça veut dire qu'on fait tous partie du même océan, si tu veux. S'autoriser à pouvoir prendre le risque de ressentir des émotions ou d'être oui, d'être secoué parfois, c'est vivre en fait ça. Et qu'il y a des personnes qui veulent à tout prix éviter d'être dépendants ou qui veulent absolument trouver quelqu'un qui va combler tout et qui va leur éviter de se sentir blessés ou de se sentir comme ceci, ben finalement, c'est une manière d'éviter la vie. Parce que chaque fois, vous le voyez, hein, dès que vous êtes en relation avec quelqu'un ou en tout cas en lien avec quelque chose ou quelqu'un, les blessures peuvent être activées. Même avec une plante. Si j'ai ma plante et qu'elle pousse pas comme j'ai imaginé ou que je la chéris, etc. Je regarde par là parce que j'ai mon citronnier juste là. Et que même si je lui donne des soins, qu'elle choisit je sais pas moi, de faner par exemple, je peux avoir une blessure qui va être réactivée, je peux me sentir frustrée, je peux me sentir rejetée, je peux me sentir humiliée, je peux me sentir, ça peut susciter plein de choses. Alors après, plus on veut éviter des blessures, en fait, plus on s'empêche de vivre. Plus on met des masques et plus on va activer des blessures. Et moins on aura peur, plus on sera prêt c'est même pas affronter nos blessures, mais faire avec ce qui nous traverse, plus on va plus on va être vivant et plus on va faire partie de ce grand univers. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour se sentir suffisamment aimant avec soi-même ou suffisamment relié avec l'univers et avec les autres et pas séparé pour savoir mais que quoi qu'il arrive dans la vie, on peut recevoir ça.
Il y a une autre question. Est-ce qu'il est possible d'avoir associé une blessure comme le rejet à l'amour? Ah, ok. Ça, effectivement, on peut être. L'amour, c'est un grand thème, hein. Là, on pourra encore faire carrément une autre classe. Mais il y a aussi tout ce qu'on considère dans nos sociétés, dans nos vies, comme étant de l'amour. Quand tu regardes à la télé ou dans des films, etc., souvent c'est très associé à l'amour romantique, c'est-à-dire plus on est jaloux, plus on vit des choses tristes à l'intérieur, plus ça veut dire qu'on aime l'autre et qu'on ne peut pas faire sans l'autre. Et donc, voilà. Et donc, du coup, c'est aussi beaucoup de choses apprises. Par contre, si tu es tranquille avec l'autre et que peut-être tu te fais un peu chier parfois, bah là, c'est pas de l'amour, hein. Là, là, c'est pas, ça ressemble pas à ce qui est enflammé au cinéma. Mais après, c'est chacun, c'est vraiment, là, je rejoins plus des questions du style, qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment me sentir rejetée par l'autre et que je vais pouvoir lui prouver que j'ai de la valeur en allant le rechercher et en tombant amoureux systématiquement de personnes qui vont me juger, qui vont me rejeter? C'est souvent ça qu'on fait. Quand on est dans le rejet, on veut prouver à la fois à la fois qu'on a de la valeur aux yeux de l'autre, donc on va tomber amoureux pour essayer que l'autre qui nous rejette nous voit enfin comme nous, on n'est même pas foutu de se voir. Donc que l'autre va pouvoir nous aimer alors que nous-mêmes, on va pas peut-être pas s'autoriser ça. Mais en même temps, on va pas vraiment lui permettre de nous aimer, puisque sinon, il faudrait qu'on remette en cause tout un tas de croyances qu'on a sur soi. Donc du coup, cette piste d'aller voir qu'est-ce qui nous met en paix, qu'est-ce qui nous rend léger, qu'est-ce qui nous crée de l'espace avec quelqu'un d'autre, ça peut être ça peut être une voie peut-être plus créative que de sentir ses tripes qui se tordent et des papillons dans le ventre, de manque, etc. Pour définir ou pour décider et conclure qu'on est amoureux ou pas. Mais en même temps, il y en a qui adorent ça, hein, et qui disent, moi j'adore quand c'est des hauts et des bas. Ben, du coup, ils vont créer ça. Et il y en a vraiment qui aiment ça. Alors après, il n'y a rien qui est bien ou mal, c'est juste de voir qu'est-ce qu'on a envie de créer. Après, cette question-là de rejet et amour, ben, savoir aussi avec quelle conception on a sur soi, comment on s'autorise ou pas à recevoir de l'affection, à recevoir de la gratitude, à recevoir de l'amour, à se recevoir soi. Et ça a à voir aussi avec, du coup, avec les blessures, avec les traumas, etc. Ça a à voir avec tout ça. Et donc, merci pour ces questions-là parce que c'est tellement vaste comme thème que moi j'avais envie de. C'est pas en un call d'un soir qu'on va pouvoir. Et l'idée, c'est même pas le but, c'est même pas de libérer toutes les blessures du monde. Mais c'est plutôt de vous donner, vous amener à être un peu plus conscient, pas parce que moi je sais mieux, mais de vous amener à vous poser ces questions-là. Donc, qu'est-ce que c'est? Ok, à partir de quel espace je fonctionne là? Déjà, rien que ça, c'est énorme parce que vous allez voir quand vous êtes en mode réaction. Et de vous amener à respirer, vous poser et prendre ces parties-là de vous un peu plus par la main. J'allais dire un peu plus au sérieux, c'est pas le but, mais un peu plus par la main. Et ça, moi, ça me donne plein d'idées pour. Je crois que je vais faire une classe ou un séminaire, enfin peu importe, ou un atelier de peut-être une demi-journée, ou peut-être même une journée, je sais pas, où on va réaborder ça de manière beaucoup plus approfondie au niveau du corps, comment ça se passe. On va aborder les traumas et peut-être vous outiller aussi les personnes avec des exercices d'hypnose, d'auto-hypnose. Donc, c'est chaque fois des manières de s'auto-accompagner qui peuvent vraiment être utiles
soutenir ces parties-là de soi avec lesquelles on a du mal. Utiliser aussi les outils d'access, consciousness, parce que c'est génial pour s'amener à poser d'autres questions et sortir des conclusions qu'on a. Et dans les blessures, on en a des tonnes. Et donc voilà, c'est arriver à créer un atelier pour en sortir avec plus d'outils pour se sentir un peu plus unifié à l'intérieur de soi, même si on a vécu des traumas et des blessures. L'idée, c'est pas de les effacer, c'est d'aller faire avec nos parties, en fait, et qu'il n'y en ait plus une qui prenne toute la place. Ok, on a déjà dépassé. Est-ce que ça vous a nourri? Est-ce qu'il y a quand même des pistes que vous voyez? Est-ce que ça ouvre des possibilités ou peut-être des manières de voir un peu différentes ou peut-être ça confirme des choses que vous saviez déjà? Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses que vous saviez intuitivement. Hein. Parfois, on se dit, ah oui. Et parfois, simplement d'entendre une autre façon de le dire, ça vient réactiver cette forme d'intuition qu'on a de ce qui est vrai pour nous, de ce qui est bon pour nous. Donc, moi, je vous encourage surtout à suivre ça et pas aller dans vous juger parce que vous n'êtes pas encore suffisamment heureux. Et ça en fait beaucoup. Je dois être heureux. Et si je ne le suis pas ou que j'ai des blessures qui remontent, ça veut dire que je suis vraiment nulle. Eh ben non, ça veut juste dire que peut-être vous êtes conscient aussi de ce qui se passe dans le monde, des blessures des autres, etc. Ça, ça ne dit pas que vous êtes des gros nuls parce que vous n'êtes pas léger tout de suite et qu'il y a une blessure qui se manifeste. Ça va, je le précise parce que on est beaucoup, il y a beaucoup ça autour de nous, cette espèce à la fois de dramatisation et à l'inverse de trucs il faut être bien à tout prix, sinon t'es un vrai nul, quoi. Et voilà. C'est même pas d'osciller entre les deux, c'est de faire autre chose pour se reconnaître. Merci à vous.